Donc maintenant, j'accueille tout de suite Issam Alaoui sur l'atelier qui va démarrer autour des nouvelles technologies disruptives dans le monde bancaire, le Big Data. Donc il est Data Officer à la Citibank. Voilà. On peut l'applaudir bien fort. Voilà, là, je crois que Issam, là, tu dois être content quand même. Là. Bah, je suis content, ouais. Hein? Je suis content parce que c'est un super événement, super jeune, et le Big Data, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, donc de l'innovation, du Data Lab, de nouvelles idées. Donc ça va vraiment dans le sens de ce qu'on essaie de faire. Ah, j'ai vu lors de l'atelier, tu as posé des questions très pertinentes, ouais. Et j'ai même cru comprendre que tu avais des idées. Donc je pense que tu vas les partager pendant les 36 heures. Alors lui, c'est l'homme qu'il faut connaître, parce que vous savez, il a pas mal, il connaît bien le système, il connaît bien les choses, et il peut vous donner et vous driver justement dans... Donc vas-y, hein, raconte-nous, okay. Et à toi de jouer, je te laisse... hop. Donc ça, c'est bon, tu as l'habitude. Ah bon, hein. Ok. Donc, voilà, à toi Issam. Ok, je commence par me présenter rapidement. Donc je suis Issam Alaoui. Je suis responsable du Big Data au CIH et donc moi j'ai pris mes fonctions il n'y a pas très longtemps. Ce que je vais vous présenter aussi, c'est un certain nombre de slides, une dizaine de slides qui vont vous parler un peu du Big Data en général. Parallèlement, il faut que vous sachiez d'ores et déjà que le Big Data, ou en tout cas mon travail, c'est aussi de vous fournir en données, de vous fournir en informations. L'innovation vient aujourd'hui principalement par la donnée. Pourquoi? Parce que les algorithmes sont plus puissants, on a plus de computation power. Donc on est plus capable aujourd'hui de sortir de nouveaux use cases et de les faire plus rapidement, en temps réel. Du coup, moi je me place un petit peu sur une double position qui est la position de quelqu'un qui essaie d'innover, mais aussi la position d'un fournisseur. Donc si vous avez des questions sur la donnée, sur comment la traiter, vous pouvez venir me voir et on peut voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut vous fournir des API? Est-ce qu'on peut construire des API pour vous? Parce que même si les API n'existent pas, on peut le faire. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de Big Data en général. Je n'ai pas beaucoup de slides, hein, ce n'est pas une très longue présentation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Big Data, on en parle beaucoup. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Malheureusement, il y a beaucoup de blabla, et beaucoup de, on va dire, bullshit commercial qui se fait là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est juste une vue un peu plus terre à terre de comment est-ce qu'on fait du Big Data au jour le jour et quelques conseils de quelqu'un qui a fait, j'ai fait à peu près un peu plus de 4 ans de Big Data dans les banques et les assurances. Donc tout le monde en parle et je pense que c'est vraiment le moment d'en faire. Que vous soyez start-up ou que vous soyez banque ou organisation, c'est vraiment le moment. La première grande idée du Big Data qu'il faut qu'on retienne, c'est pas nécessairement le volume des données. On parle de Big Data, ok, bon, c'est beaucoup de volume, il y a des problématiques technologiques qui sont liées donc au volume, mais la principale idée, c'est que aujourd'hui, la donnée qui est produite dans le monde, produite par nos systèmes, produite par notre interaction avec les organisations, avec nos systèmes d'information, c'est une donnée qui est non structurée. Donc c'est une donnée qui peut être sous la forme audio, qui peut être sous du texte, des vidéos, de la séquence de comportement. En fait, la grande idée, c'est que la donnée qu'on produit, la donnée la plus naturelle et la plus volumineuse qu'on produit, c'est la donnée qu'on ne met pas dans des bases de données relationnelles, qu'on ne met pas dans des feuilles Excel, qu'on ne met pas sous une forme tableau. Donc c'est une donnée, je ne sais pas, je rentre dans une agence et il y a une webcam, il y a une caméra, la caméra elle vous prend. Voilà, c'est naturel, personne ne rentre aucune information dans aucune table de données. De la même manière, vous surfez sur un site web, vous cliquez sur des liens. Le fait de cliquer sur des liens, c'est déjà une interaction et ça génère de la donnée. Donc, ce qui se passait avant, c'est qu'on avait un peu cette idée, ce paradigme que la donnée qui avait de la valeur, qu'il fallait utiliser, c'était de la donnée dans des tables Excel, avec des tables, des colonnes, si vous connaissez un petit peu SQL, ce genre de choses, Oracle, ce genre de choses. Aujourd'hui, on se dit, on va aller plus loin. On va essayer de traiter de la donnée sous d'autres formes. Lorsqu'on essaye d'attaquer la problématique des données non structurées, on se heurte à deux gros problèmes, qui sont des problèmes de l'outil et les problèmes du volume. Alors, pour la problématique de l'outil, il faut savoir que l'open source, c'est une vraie opportunité pour vous, c'est une opportunité aussi pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites
dans la recherche et qui ont été rendus très facilement accessibles par donc l'open source, par un grand nombre d'ingénieurs qui ont travaillé pendant des années pour nous donner ces outils. Donc la recherche scientifique est très active et il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire beaucoup de choses très rapidement. Il y a des outils qui sont plus ou moins documentés, bien sûr, c'est de l'open source. Mais cette démocratisation du big data, elle s'est faite surtout au travers de cet écosystème open source. Et évidemment par aussi de grands acteurs que vous connaissez du système d'information. La deuxième problématique à laquelle on s'est confronté, c'est le volume. À partir du moment où vous loguez de la donnée non structurée, c'est de la donnée qui ne peut pas être compressée ou qui est difficilement compressable. Et donc du coup, la problématique, c'est que vous avez 20 Tera, 200 Tera, 2 pétas, il faut voir Facebook, Google, combien les volumes qu'ils stockent. Donc, il vous faut aussi des outils qui soient adaptés à cette explosion de volume. Et là aussi, il y a des réponses dans l'open source, comme il y a des réponses chez les grands éditeurs, comme vous pouvez les éditeurs que vous pouvez connaître. Donc, le premier point sur lequel je voulais insister, c'est vraiment l'open source. L'open source aujourd'hui est devenu un standard et moi je vous invite, vous êtes des startups, vous ne pouvez pas attaquer, vous pouvez faire des partenariats avec des grands éditeurs certes, mais la façon la plus simple de prototyper, c'est vraiment d'attaquer un sujet avec des outils qui sont disponibles gratuitement et qui sont plus ou moins documentés. Donc même les géants du web, Google, Facebook, ils contribuent à cet open source et ils utilisent eux-mêmes de l'open source parce qu'ils n'ont pas peur de la technologie et c'est vraiment ce shift psychologique qu'il faut faire, qu'il faut se dire la technologie je la maîtrise, j'en fais un capital, c'est pas quelque chose que c'est pas un chien que je dois promener en laisse, au contraire le chien il se promène partout et je le laisse vagabonder, partir là où il veut. Le deuxième point qui est important, c'est la partie activité, la dynamicité de ces cultures open source. Les outils bougent beaucoup, donc les outils s'adaptent, ils sont à l'état de l'art. Si vous voulez des algorithmes performants, vous allez plus souvent les trouver dans de l'open source que dans des outils classiques. Un des points les plus importants, donc je reviens là-dessus, c'est une idée qui est importante, c'est la démocratisation. L'open source est par définition accessible à tout le monde, vous pouvez contribuer, vous avez donc un retour d'expérience sur ce que vous faites, de la documentation. Et pour conclure cette slide, le big data est né de l'open source et on lui doit un petit peu l'open source, on lui doit un petit peu le succès du big data et tout ce qui s'est fait autour. Maintenant, quand on parle big data, on parle souvent de moyens technologiques. On ne parle pas assez de la partie statistique, algorithmique de valorisation. Le big data, on va dire, c'est un écosystème, c'est un grand concept, mais dans le big data, il y a un volet technologique, il y a aussi un volet des gens qui travaillent, des data scientists, si vous connaissez le concept de data science, donc des gens qui apprennent à valoriser la donnée, c'est-à-dire à extraire l'information, donc une vraie expertise statistique. Et moi, quand je parle de data science, je vois vraiment 3 grands volets. Le premier volet, c'est que le data scientist, celui qui valorise la donnée, donc il y a sûrement des data scientists parmi vous ici, c'est quelqu'un qui doit faire d'abord un artisanat de recherche. Lorsque vous voulez valoriser de la donnée, lorsque vous voulez avoir un avantage concurrentiel sur vos concurrents, vous devez être capable de lire les articles de recherche, d'aller chercher le meilleur algorithme, de bien le comprendre, et pas simplement de cliquer sur un bouton parce que vous voulez avoir cet avantage concurrentiel. Le deuxième point, c'est qu'il y a un artisanat algorithmique. On ne peut pas être un data scientist, on ne peut pas faire du big data si on n'est pas un bon technicien. Alors on peut peut-être s'en approcher, mais vous avez besoin de cette capacité à écrire de bons algorithmes, des algorithmes qui sont performants, puissants. Parce que la différence entre un mauvais algorithme et un bon algorithme sur 200 gigas de données ou 200 téras de données, c'est probablement la différence entre 5 minutes de computation et 6 jours ou voire en mois. Donc il faut être capable de triturer, d'améliorer ces algorithmes. Et là, il y a une vraie expertise qui manque aujourd'hui et qui va être développée à travers... Je sais qu'il y a plein de masters au Maroc maintenant qui travaillent sur ce point. Et le troisième point, qui est important, c'est l'artisanat métier. Alors c'est quoi l'artisanat métier? C'est la capacité à pouvoir comprendre les enjeux. Qu'est-ce qu'on veut faire? Faire de la data science, faire du big data pour une banque, c'est pas la même chose que pour le faire pour une assurance, ou le faire pour une industrie, pour Airbus, ou pour n'importe quelle agroalimentaire, société agroalimentaire. Donc un bon data scientist,
quelqu'un qui travaille dans le big data, c'est aussi quelqu'un qui doit être capable d'avoir ces 3 casquettes, la casquette métier, la casquette algorithmique et la casquette recherche. On le résume souvent par ce schéma que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc là, je l'ai piqué, je ne sais plus d'où, mais on dit que le data scientist, qui est, on va dire, la force vive, la cheville ouvrière du big data, ça va être quelqu'un qui va maîtriser la partie recherche traditionnelle, la partie mathématique, la partie hacking skills, qui est vraiment une partie technologique, vous devez avoir une bonne technicité. Et puis la partie expertise, substantive expertise, qui est connaître par exemple la banque, connaître les différents métiers, les différentes problématiques, la législation aussi, puisque c'est un point qui est important. Maintenant, moi je vous propose 3 grandes idées, je pense qu'ils ne sont pas assez connues, par les organisations quand vous faites du big data. La première grande idée, elle est que, je le résume un peu humoristiquement par j'ai plagié quelque chose d'un peu plus célèbre, toutes les données naissent et demeurent libres et égales en droit. Une des plus grosses problématiques, c'est que vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous dire non mais le fichier Excel là, oublie-le, c'est corrompu, ça marche pas. Ou bien oh, des logs techniques, il y en a 200 gigas, tu trouveras jamais rien dedans. Et ça c'est un problème de mentalité, parce qu'il faut vraiment faire ce shift et se dire que les données soient transactionnelles ou techniques ou verbeuses ou structurées, même des données peu fiables, vous pouvez trouver de l'information dans de la donnée qui est peu fiable, c'est-à-dire de la donnée qui est mal saisie ou qui est pas forcément jugée a priori bonne à utiliser. Ce premier concept, il est important parce que le big data, il nous donne des outils qui nous permettent de balayer un scope très très large de sources de données. Et vous pouvez tirer de l'information de à peu près n'importe où. Que ce soit des clics de souris, des mouvements de souris, moi, je peux vous garantir qu'on peut prédire de belles choses avec des mouvements de souris. Le deuxième principe, c'est qu'il faut travailler en agile, en itération. Et ça, vous le savez déjà, puisqu'on est dans un hackathon et qu'on parle on est dans un écosystème start-up et qu'il faut fondamentalement qu'on travaille avec des itérations continues. Lorsque vous travaillez avec de la donnée, vous ne pouvez pas vous dire « Ok, moi je prépare mon algorithme et puis la donnée, elle arrive dans 6 mois et puis voilà, je suis en scénario waterfall. Et donc du coup, j'attends d'avoir la donnée dans 6 mois et puis j'applique l'algorithme sur la donnée et hop, ça me donne un résultat et c'est fini. » Ça ne marche pas. Ça marche un petit peu pour les applications classiques et encore. Mais lorsque vous travaillez avec la donnée, vous avez besoin de prototyper avec de la donnée. Donc du coup, moi je vous encourage à aller chercher de la donnée le plus tôt possible et de tester vos use cases avec cette donnée-là. C'est très très important. Ça s'appelle de l'agile programming. Donc vous êtes déjà peut-être familier avec ce genre de choses. Mais pour moi, c'est très très important. Quand on parle de data science, moi j'aime bien qu'on lui accole le mot-clé agile, data science, agile. Et le troisième principe, qui est un principe plutôt lié aux organisations, donc qui est plutôt lié à mon travail, à ce que je fais, qui est le principe de l'humilité et de la curiosité. Vous êtes une start-up, vous êtes par exemple quelqu'un qui rentre dans une entreprise, vous rentrez dans un legacy, vous rentrez dans un système d'information qui est complexe, vous rentrez dans une forme de plat de spaghetti. Alors, c'est pas péjoratif, on fait ce qu'on peut, et tout système d'information, toute organisation a une histoire, mais si vous rentrez avec beaucoup de certitude, vous allez être déçu. D'une certaine manière, vous êtes déçu à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que vous pensez comprendre, mais vous ne comprenez pas. Et le deuxième point, c'est que vous faites des promesses et vous n'arriverez pas à les tenir. Pourquoi? Parce que la donnée, c'est difficile à contrôler, vous avez l'impression que ça a beaucoup de valeur, que c'est très pur. Mais en fait, il y a des problèmes de fiabilité, vous ne comprenez pas exactement le process qui a conduit à la création de cette donnée. Et donc du coup vous êtes un peu coincé parce que vous ne pouvez pas dire je vais prédire ça, je vais faire ça, on va faire ça, alors que vous ne connaissez pas toute la complexité du système d'information. La contrepartie de ça, c'est que du coup c'est un ensemble de qualités humaines à avoir. Quand vous faites du big data dans une organisation, il faut avoir beaucoup d'humilité, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, il faut être curieux, donc il faut oser demander. Et je vous encourage aussi à me demander ou à demander à tout personnel CIH si vous avez des questions sur de la donnée, disponible, pas disponible, ce qu'on peut en faire. Le dernier slide, qui est un petit slide sur ce qu'on fait aujourd'hui au CIH en termes d'organisation. Donc on construit un data lab.
Aujourd'hui, c'est notre défi. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui est la plus agile possible, toujours suivant les principes que j'ai dictés juste avant. Cette plateforme doit être agile, un stockage est illimité. Aujourd'hui, le stockage ne coûte quasiment rien. Donc, on archive, mais on ne jette plus, on ne purge plus. Ça, c'est quelque chose qui appartient à l'ancien monde. On doit pouvoir faire de l'analytique, du traitement analytique le plus efficient possible. Donc, être capable d'analyser n'importe quelle donnée à n'importe quel moment, rapidement. C'est-à-dire pas après un batch de 3 jours. Que la donnée soit structurée ou non structurée, je la mets en gras parce que c'est important. La donnée structurée, on sait déjà la traiter à travers des data warehouse traditionnels, à travers des process analytiques. Aujourd'hui, la donnée non structurée, c'est un petit peu le pendant big data du data warehouse. Et derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a l'humain, et l'humain, ce sont des data engineers, donc des spécialistes de l'algorithmie, du traitement de données, ce sont aussi des data scientists, donc une équipe que nous avons au CIH, qui nous permettent de dégrossir, d'analyser cette donnée pour de l'explicatif et puis surtout du prédictif. J'en ai pas beaucoup parlé, mais le big data, c'est aussi la promesse qu'on puisse mieux prédire, qu'on puisse mieux ajuster les besoins du client lorsqu'on travaille dans une organisation à ce que, par exemple, le CIH veut offrir. Donc voilà, en 2 points assez synthétiques, ce qu'on essaie de construire en termes d'organisation. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais il n'y a pas de problème. Si vous en avez, je suis prêt à répondre. Bravo Issam pour cette